Aujourd'hui, j'accueille Sam, autrice et raconteuse d'histoires. On parle notamment de son dernier livre, Le Dernier Chant du Cygne, qui porte extraordinairement bien son nom et qui aborde des thématiques qui m'ont particulièrement touché. On évoque aussi les impératifs qui parfois nous empêchent d'écrire, la maternité, les inspirations, bref, un épisode plein d'inspiration pour toutes celles et ceux qui parfois se retrouvent attrapés par l'engrenage de la vie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Moi c'est Sam, Ibellion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach ICF et j'ai créé Ose écrire, un accompagnement pour celles et ceux qui veulent enfin accomplir leur rêve d'écrire un livre. Ce podcast a la même intention. C'est ton rendez-vous inspiration, discipline et passage à l'action. Et si ça te parle, abonne-toi, mets 5 étoiles et partage autour de toi. Parce que plus il y a de gens qui osent, plus d'autres oseront à leur tour. Allez, c'est parti et bonne écoute. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai vu tous les titres de tes livres, c'est qu'il y a pas mal de rapports aux oiseaux, je trouve. Il y a Ouais, les plumes, les cygnes. c'est ça. Disons qu'en fait, au départ, le premier personnage que j'ai écrit, c'était Lucie Loiseau. Donc, pour moi, ça a toujours été son nom. Et en fait, après, j'ai voulu jouer sur ça, sur cette saga. Et il se trouve que pour le dernier, en fait, sur le dernier Chant du Cygne, c'était pas du tout prévu qu'il y ait des oiseaux. Et ils sont venus quand même. Donc, Ouais, comme quoi, voilà. Et dans comme un cygne. un autre projet que j'aime et qui est pas encore écrit, je me suis aussi retrouvée encore avec un oiseau, ce que j'ai flashé sur une pre-made sur Internet, en fait. Et dès que j'ai vu la couverture, j'ai dit oh là là, je vois la couverture, tu sais, avec un titre en anglais souvent, et là j'avais le titre en français qui a popé, et j'ai dit bon bah encore un oiseau, tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc du coup les oiseaux me poursuivent alors que j'aime pas spécialement ça au départ, quoi. Ah bah, tu vois, c'est ça, j'allais te demander, du coup, qu'est-ce qui les rend si fascinants Et ben pour je sais l'écriture, tu pas, vois. rien de spécial, à part je te dis ce personnage au départ, mais je sais pas pourquoi, c'est le nom a vraiment apparu dans ma tête, Lucie Loiseau, quand j'ai commencé mon tout premier. Hmm. Et forcément, bah, du coup, au début, dans les premiers titres de test, ouais, quand j'écrivais sur Wattpad, c'était Lucie Loiseau prend son envol, en fait, le titre de travail, quoi. Donc j'avais joué déjà sur la sémantique et le champ lexical de l'oiseau, quoi, en fait. Hmm. Et une fois que t'en as fait un, bah, derrière, du coup, il s'est trouvé que l'oiseau s'est réinvité dans le tome 2 alors que c'était pas non plus prévu. Et une fois que t'en as deux comme ça, bah, t'es obligé de suivre derrière, quoi, parce que enfin voilà, donc du coup les oiseaux, et ouais, donc le dernier, pas du tout prévu qu'il y en ait, et puis en fait, bah, ils sont arrivés tout seuls dans l'écriture. Donc, voilà. Et quand tu dis saga, c'est une saga basée sur le personnage de Lucie, c'est ça? Ouais, en fait, il y a deux romans et une novella. Et là, ce que je suis censée être en train d'écrire quand il fera moins chaud et qu'on pourra retrouver du cerveau, c'est le tome 3 qui clôt la saga. Et là, c'est Ok. le même personnage et on la suit de bout en bout, donc ça se lit. Enfin, faut le lire dans l'ordre, sinon du coup, tu comprends pas vraiment la progression, Ouais. quoi. Et le dernier chant du cygne est le tome 2 de cette saga où Non, il est non, à non, part, enfin, c'est à le part. dernier Chant du Cygne, du coup, c'est vraiment à part, c'est un one-shot qui aura pas de suite, qui Ok. est à part, dans un registre de genre aussi différent, puisque là, sur Lucie Loiseau, j'étais vraiment partie, moi, au départ, sur une comédie romantique, un peu, du coup, je sais pas si tu as lu, parce que c'était pas forcément le public cible, mais Les Confessions d'une accro au shopping de Sophie Kinsella, qui a J'ai pas est lu, un mais je. personnage un petit peu comme ça, Miss Catastrophe avec son argent, elle, et qui avait une frénésie de shopping. Et du coup, moi, ça me faisait beaucoup rire parce qu'en fait, elle se mettait toujours dans des situations ubuesques, en fait, et tu te dis, mais non, pourquoi tu fais ça? Et du coup, moi, j'aime beaucoup ce genre de littérature, donc c'est forcément ce que j'ai écrit pour le premier, en fait. Hmm. Et au départ, ça devait être juste cette histoire-là, et puis en fait, bah, le problème, c'est que les personnages, des fois, ils restent et ils veulent pas forcément partir. Donc, du coup, bah, il y a eu un tome 2. Et puis, à la fin du tome 2, j'ai laissé un cliffhanger en suspens parce que du coup, c'était plus son histoire à elle, ça ouvrait sur autre chose. Donc, les gens m'en ont beaucoup voulu de dire non, mais non, on veut savoir ce qui se passe. Et sauf que bah, moi, entre-temps, après, j'avais envie de d'écrire aussi un peu autre chose, quoi. Donc, c'est là où je suis partie sur l'histoire du dernier Chant du Cygne qui m'a pris 2 ans de travail. Et Ok. bah là, une chose en entraînant une autre. Du coup, voilà, tu vois, la novella, elle est sortie en 2023. On est en 26, donc il va quand même falloir que je sorte le dernier tome à un moment ou à un autre, Hmm. quoi. C'est pas forcément évident au premier abord de dire ok, je suis entre guillemets reconnu pour une certaine saga et puis de s'autoriser, tu vois, à aller voir un autre genre. Mm. Comment toi t'as réussi à.
à aller explorer d'autres terrains? Et ben, au départ, ça devait être aussi une comédie romantique, celui-là. J'étais partie Ok, pour en faire une autre. Du coup, ça devait être l'histoire une wedding, alors pas une wedding planner, une funeral planner. Du coup, donc là, ok, les gens qui organisent les enterrements, ouais. qui héritaient d'un nouveau contrat avec une star mégalo qui n'avait rien du tout d'être proche de la mort, mais qui voulait absolument penser ses obsèques comme un immense show et lumière pour que tout soit prêt et tout ça. Et donc, du coup, ça devait être une comédie romantique autour de ces deux personnages très différents. Et puis, j'arrivais pas du tout à la démarrer, j'arrivais pas à trouver le plan, à savoir dans quel sens prendre l'histoire. Vraiment, ça marchait pas du tout. Et un autre moment, un peu comme le nom de Lucie m'est tombé dans l'oreille, tu vois, je promenais mes chiens justement et j'entends, tu vas prendre pour une fois, mais c'est pas grave, j'entends une voix qui T'inquiète. me dit non, mais en fait, moi c'est pas Louise, quoi, du coup, parce que c'était le nom du personnage que j'avais commencé à travailler. Et je dis ok, qu'est-ce qui se passe? Et puis de fil en aiguille, mais ça a été très très long parce que le personnage était très complexe à appréhender. Et bah du coup, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne histoire et que alors ça tournait bien autour d'un chanteur mégalo, ça c'est sûr. Lui, il a jamais changé, mais du coup, il n'y avait pas cette histoire du tout de préparer ses obsèques et tout ça. Et je saurais pas trop te dire à quel moment j'ai décidé qu'il allait vraiment être atteint d'une maladie incurable, qu'il allait le faire devoir vraiment envisager la fin. Euh, Si, je crois que pendant un temps, je m'étais dit qu'il aurait eu un faux diagnostic, parce qu'en cherchant sur cette maladie-là, qui aussi m'arrivait dessus par hasard, je me suis rendu compte qu'un jour, un type, donc ça, le glioblastome, c'est un cancer du cerveau qui est incurable, qu'on sait pas, on sait juste soulager les symptômes, mais c'est tout. Et en fait, il y a un Français à qui on a diagnostiqué ça, qui a fait un an, je crois, de chimio-radiothérapie. Et en fait, bah, son médecin trouvait qu'il améliorait quand même vraiment vraiment bien son état, alors que c'était pas normalement le but, quoi. Le but c'était de le soulager, de prolonger un petit peu, mais pas d'aller mieux, quoi, vraiment. Et ils ont refait des examens, ils ont réanalysé les cellules de la biopsie et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas diagnostiqué le bon cancer. Et c'était bien une tumeur du cerveau, mais pas du tout de stade 4, juste entre guillemets, je crois, d'un stade 2, donc pénible, mais totalement vivable avec, en fait. Donc bien sûr, du coup, là, tu te dis, non mais t'imagines le mec, il a fait un an de radiochimiothérapie, il a cru qu'il allait mourir, peut-être il a tout liquidé, parce que quand tu sais que tu vas mourir, des fois tu fais des choix un peu fous, quoi, et en fait non, du coup, il allait pas du tout mourir. Et c'était cette histoire-là, je me suis dit, ah, mais c'est vrai que si tu mets ça en plus avec un chanteur un peu complètement mégalo, ça peut faire un truc sympa. Et puis en fait, arrivé à la fin de mon plan, je, je trouvais que ça faisait un petit peu trop, tu sais, le Deus Ex Machina. Ah, tata, en fait non, du coup, je vous ai fait pleurer pendant tout le livre, vous croyez qu'il allait mourir, en fait non, il Hmm. meurt pas. Et là, je me suis dit, non, je peux pas faire ça, c'est vraiment trop trahir le lecteur. Donc soit en fait, c'est pas une maladie incurable et tu restes sur un truc léger, soit c'est une maladie incurable et tu vas jusqu'au bout, quoi. Mais bon, il y avait la question de savoir entre le plan où tu imagines l'histoire et est-ce que ça va fonctionner, est-ce que tu vas vraiment réussir à faire une histoire triste sans tomber dans le pathos, alors que Hmm. du coup tu as toujours fait que de la comédie romantique ou du roman jeunesse, c'était quand même un petit peu risqué et ça faisait quand même vachement peur en fait. Et alors, il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce que tu as partagé. Alors déjà, tu sais, le côté, j'entends quelque part mon personnage me parler et me dire, écoute, tu vas pas dans le bon chemin. Moi, je te Ouais. rejoins totalement. Et en vrai, t'es pas la première. J'ai l'impression que c'est quand même un truc assez commun, tu vois, quelque part, que nos personnages prennent vie quelque part avec Ouais. nous, tu vois. Donc non, non, au contraire, je suis content de t'entendre dire ça. Je me sens moins seul aussi. Non. Et, et là, c'est quoi le plus gros challenge du coup que t'as rencontré, tu vois, quand t'essaies de pas tomber dans les écueils que t'as pu partager, tu vois, de pas faire de Deus ex machina ou alors de Ouais. pas non plus tomber dans le larmoyant à outrance, etc. Ben, moi déjà je voulais pas écrire un truc vraiment larmoyant parce que en fait pour moi l'idée c'était pas de dire du coup on va parler d'un personnage bon, spoiler dont on sait qu'il va mourir hein, parce que donc j'ai pas trahi la maladie. Mm. Pour moi c'était pas de dire oui le personnage il va mourir pleurer pendant les 600 pages du livre en fait moi c'était vraiment de dire une fois que tu sais que c'est la fin qu'est-ce que t'en fais en fait comment tu réagis, qu'est-ce que tu fais de ces Ouais. derniers temps
Et sachant que du coup, dans le roman, en plus, le personnage le cache à tout son entourage. Il n'y a que son manager qui est là et qui le sait, qui l'accompagne, mais il n'y a aucun autre personnage qui est au courant de sa maladie. Et donc, comment est-ce que tu fais pour vivre avec ça, avec ce secret que tu caches aux autres, soi-disant pour les protéger, mais qu'est-ce que tu protèges? Est-ce que c'est Hmm. toi ou les autres? Enfin voilà. Les autres, ouais. Et donc, il y avait toute cette histoire-là que je voulais tirer. Et en face, il y a le personnage de Sixtine, puisque c'est en double point de vue. Et elle, en fait, elle a vécu un drame dans le passé qu'on découvre au fur et à mesure du roman, mais on comprend qu'il s'est passé un truc vraiment grave et moche qui fait qu'elle a complètement coupé avec sa vie d'avant. Elle était réalisatrice de documentaires, de making-of, etc., en couple avec une célébrité. Et donc, du coup, elle est revenue en Haute-Loire, chez ses parents, pour vraiment couper avec sa vie. Et elle est maintenant professeure dans un lycée. Et déjà, il fallait trouver comment est-ce que tu les raccroches eux tous les deux, pour comment est-ce qu'ils en viennent à se rencontrer, etc. Et elle, du coup, c'était, tu vois, lui, c'est plutôt le chemin de qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'il reste peu de temps. Et elle, c'était plutôt comment est-ce qu'on arrive à se reconstruire après un drame. Et en fait, leurs histoires s'inversent un peu, si tu veux. Ils s'aident mutuellement l'un l'autre à se reconstruire ou à se préparer à la fin. Donc pour moi, l'idée, c'était vraiment d'être dans le positif, en fait, et d'être dans la lumière ou des choses comme ça, pas du tout d'être dans le larmoyant, etc. Donc c'est sûr qu'il y a des passages pas drôles, hein, évidemment, parce que j'ai pas masqué la maladie ni rien. Mais ce que disent les lectrices et lecteurs qui ont lu l'histoire, c'est que c'est quand même un beau message du coup à la fin et que c'est pas du tout, voilà, c'est pas pathos, c'est pas glauque. Alors oui, il y a le cancer, mais bon, en même temps, je crois que cite-moi une personne qui a pas rencontré le cancer de près ou de loin maintenant, de toute façon. Donc l'idée, c'est plus de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de soit ces traumas, soit d'une épée de Damoclès qui va forcément nous tomber sur la tête? Et voilà, comment est-ce qu'on agit et comment est-ce qu'on se comporte, quoi. Quel choix on fait. Et voilà. C'est, j'adore cette thématique, je la trouve assez fascinante, tout le rapport à la mort justement et de se dire ok, mais qu'est-ce qu'on en fait quand on sait que finalement elle arrive quoi. Et quelque part on s'est, enfin, tu vois là je fais un peu une digression dans philosophique parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, mais quelque part elle arrive toujours, tu vois. Donc c'est Mais oui, pour quelle raison on a besoin, tu vois, aussi de ces déclencheurs extérieurs pour s'en rendre compte et après la vie change toujours quand on se retrouve confronté à ça. Et c'est extrêmement fascinant de voir à quel point quelque chose qui paraît, enfin, qui est extrêmement triste et peut-être négatif au premier abord, se transforme toujours souvent en expérience parfois très positive derrière. C'est vraiment fascinant. Ouais. Allez, là, je suis parti dans une petite digression, mais c'est ouais, mais vraiment un super enfin, de toute sujet. façon, c'est pour ça, moi aussi, moi, enfin, mes histoires, elles parlent toujours de choses que n'importe qui peut expérimenter. Tu vois, je sais très clairement que j'irai jamais écrire dans du fantastique ou de l'imaginaire. Ouais. Parce que, enfin, moi, voilà, j'ai trop d'histoires à raconter dans le réel déjà, de toute façon. Bon, ça pourrait sûrement se transposer, mais voilà, déjà, j'en lis pas des masses, donc je sais que j'irai jamais là-dedans. C'est pas dit que j'explore pas un jour un autre genre, hein, du coup, mais même Mm. si c'est fortement déconseillé, tu vois, de rester sur différents genres avec un même nom de plume, paraît-il que c'est trop confusant pour les lecteurs. Bon, moi je pars du principe que les lecteurs sont quand même du coup pas forcément monogenres ou monomaniaques et qui sont suffisamment intelligents pour se rendre compte en lisant le résumé ou en voyant le titre que c'est pour eux ou c'est pas pour eux. Mm. Mais, mais ouais, non, bah, du coup, c'est des histoires qui parlent de la vie de tous les jours. Tu vois, dans la saga, le premier roman que j'avais fait, on était vraiment sur le poids d'un héritage familial et les secrets de famille. Du coup, comment est-ce qu'on se construit quand on se rend compte qu'on nous a caché tout un pan de notre histoire. Donc ça aussi, c'est pareil. Je pense que tout le monde peut se raccrocher à ça, même si c'est pas sous le même angle vraiment que le vit le personnage, tu vois. Mm. Et du coup, le dernier chant du cygne. Alors, je comprends mieux le chant parce qu'il y a le chanteur, du coup, et puis le chant du cygne, le fameux C'est dernier ça. chant avant. Voilà. Mais Voilà. tu sais qu'il y a vachement de gens qui connaissaient pas l'expression en fait et qui l'ont découvert dans Ah le ouais. livre quoi. Et en fait, Ah j'ai bah, galéré pour ce livre, mais je te jure, j'ai passé des heures et des heures à embêter mes bêta lectrices pour trouver le titre qui collait bien. Et au départ, c'était pas du tout ça. J'avais mon titre, j'avais ma couve, tout était bon. Et en fait, il s'est trouvé qu'en recherchant, en poussant, je trouve une couverture de Colleen Hoover avec la même photo que j'avais prise pour la mienne. Et là, je dis, bon, bah c'est mort, du coup, donc je dois et changer merde. la photo. Je cherche une autre photo,
Et je fais ma couve, tout était prêt, on est dans les bêta lectures et tout machin. Je relis moi le roman une fois pour faire aussi moi-même ma propre bêta lecture. Et là, j'envoie un message, je pense à 23 heures, en panique à mes bêta lectrices en disant putain, je suis dans la merde en fait, je me rends compte que mon titre il va pas du tout. Ah bon, mais pourquoi? Bah en fait, le titre de départ qui aurait dû pu sortir, c'était Et que le vent emporte tout, que je trouvais très poétique, qui du coup Mm. pour moi en plus était en écho avec une chanson de Mylène Farmer que j'adore. Et je dis, mais en fait, c'est pas du tout ça. En fait, je viens de relire le livre et en fait, clairement, le thème, enfin, un des thèmes, c'est qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, quelle trace on laisse, du coup, quel impact on a sur le monde et sur notre entourage et tout ça. Je peux pas mettre un titre qui dit et que le vent emporte tout parce qu'en Ouais. fait, ça veut dire que tout s'en va et qu'il reste rien. J'ai fait, c'est pas possible. Et donc là, ça a été OK. Et bah donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on cherche des titres. Et alors, on est parti par plein de titres what the fuck. Et puis, à force, je sais plus comment, j'étais partie sur les symboliques, à chercher autour de la mort, de l'art et tout ça. Et là, je retombe sur la symbolique. J'étais partie pour faire une scène avec une constellation. Je regarde, parce que je suis une toquée du détail, qu'est-ce qu'il y a à cette période de l'année dans le ciel de Bretagne comme constellation. Je regarde et tout, je regarde en association les symboliques. Et là, je dis, mais le signe, en fait, pourquoi j'ai pas pensé au signe dès le départ? Et en fait, il se trouve que le gars, dans mon histoire, il fait des origamis quand il est, juste avant de monter sur scène, il fait des origamis Mm. et il les fait quand il a rien d'autre à faire, qu'il veut passer le temps, en fait. Et il faisait des hirondelles. Du coup, comme ça, je faisais un petit clin d'œil à mon tome 2 de Lucie Loiseau, là, qui s'appelle La ritournelle de l'hirondelle. Donc, lui, ça fait un petit clin d'œil. Et puis du coup, bah, j'ai dit, bah, en fait, il va faire des signes à la place des hirondelles, et puis voilà quoi. Et donc, c'était tout des petites choses comme ça qui n'étaient pas du tout prévues au départ, et qui au final, tu te dis, mais oui, c'était évident que c'était ça qu'il fallait en fait. J'adore ces anecdotes parce que tu peux pas l'inventer, tu peux pas le prévoir, tu vois, ce Mais truc-là. non, Et puis les trucs tombent comme si toutes les pièces avaient été là depuis le c'est début. ça. Je trouve ça fascinant, quoi. C'est ça. Mais Et par contre, tu sais, ouais, quand il y a un truc qui clique pas, et des fois, ouais. t'es là, non, ça marche pas, je sais pas vous dire pourquoi, mais ça ne marche pas. Et puis, un Mm. moment, comme tu dis, la pièce arrive, et là, tu dis, bah voilà, là, c'est bon, ça fait sens, et Là, c'est c'est bon. cohérent, quoi. Mm. Donc, Et non, c'est c'est ça que je trouve génial. et c'est effectivement très parlant sur les titres ou les noms de personnages. Ou même certains arcs narratifs carrément où tu te dis il y a comme une fausse note quoi et puis bon parfois c'est pas facile de prendre le recul d'avoir le recul instantané et d'écouter son instinct et puis après ça te tombe dessus et tu fais ah c'est bon je me mentais depuis le début Ouais, c'était évident que c'était ça. Voilà. c'est ça. Et et le fait du coup que le dernier chant du cygne tu disais que c'était un projet que tu avais commencé depuis longtemps dans ta jeunesse. Enfin, je dis ça comme si tu n'étais plus jeune. Mais Non, non, comme tu disais, moi, j'ai pas jeunesse. commencé dans ma jeunesse, du coup, j'ai peut-être mal écrit, du coup, sur mon petit Ah, formulaire. Il y a le reprendre un dernier roman film qui est jeunesse. sorti, et voilà, et je reprends un roman jeunesse que j'ai Ouais. sorti, c'est le deuxième que j'ai publié, mais on verra après, du coup, sur ce sujet-là, mais c'est aussi autre chose, ouais. Donc, le dernier chant du cygne, c'était pas dans Ok. ma jeunesse, non. Ok, Ah non. d'accord. C'était pas un roman que t'as commencé et Non, puis que c'est un t'as. roman. Ok. Je suis aussi en train de Ok. reprendre un de mes romans jeunesse, du coup, en parallèle. Ok. Parce que Ok. Ok. pourquoi faire Ok. simple? Ouais. Ok. Ok. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Ça marche. Et alors, du coup, là, sur le juste pour clôturer sur le dernier chant du cygne. Quand il y a des thématiques vraiment fortes comme ça, moi, il y a une question que j'aime bien poser aux auteurs, c'est justement toi, qu'est-ce que ça t'a appris, tu vois, sur cette thématique autour de la mort? Qu'est-ce que tu as peut-être découvert sur toi ou sur ta compréhension, enfin, ouais, sur ce sujet Mm. en l'écrivant? Bah, du coup, alors, il n'y a pas forcément sur la mort, pas le fait du coup d'appréhender sa propre mort, mais plus de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui restent, en fait, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui restent Hmm. après, en fait. Et pour le coup, il y avait autre chose que j'ai voulu, alors qui est beaucoup plus discret et diffus, etc. En fait, le personnage principal, Oliver, on sait très vite que c'est un ancien addict, du coup, alcoolique et drogue, du coup, qui est sobre depuis quelques années.
Et du coup, c'est juste effleuré parce que du coup, il est sobre maintenant, donc voilà. Mais il y avait la question du coup de l'entourage en fait. Et du coup, justement, on sait qu'il a coupé les ponts un peu, qu'il a plus trop de contact avec ses parents. On ne sait pas forcément très pourquoi, mais au fil de l'histoire, on apprend que du coup, sa mère a arrêté de lui tendre la main parce qu'en fait, elle en avait assez de voir son fils se détruire et de pas vouloir agir, etc., etc. Et du coup, moi, j'ai voulu du coup aborder cette partie-là parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Alors, en étant celle qui tend la main et à qui la personne en face ne la saisit pas, et ça m'a permis un peu d'explorer par rapport à ça. Voilà, est-ce que c'était le bon choix ou pas? Comment est-ce que tu te sens de l'avoir fait? Comment est-ce que tu te sens quand tu l'as fait et que tu perds plein d'années quand finalement tu apprends la vérité que la personne va partir dans très très peu de temps? Et donc voilà, ça m'a permis un peu de travailler sur ça. Par rapport à la mort, ouais, peut-être c'est un peu bateau, hein, tu sais, mais de se dire, en fait, arrête de te plaindre, quoi. En fait, du coup, t'es vivante, t'as un corps fonctionnel, t'as un toit sur la tête. Enfin voilà, faut arrêter de faire du ouin-ouin pour rien. Et du coup, tu vois, ce week-end, je lisais un livre et dedans, il y a une citation qui est aussi assez connue, je crois qu'elle est non attribuée, mais si cette chose-là n'aura plus d'importance dans 5 ans, ne passe pas plus de 5 minutes à être en colère ou à t'énerver dessus maintenant, quoi. Et c'est un peu ça, du coup, de se dire, ouais, repositionne un peu les priorités, revois où est l'essentiel, et, euh, et voilà, arrêter de s'apesantir sur son sort, et faut profiter de ce qu'il y a, en fait. Oui, ça pourrait toujours être mieux, mais ça aussi pourrait être bien pire, donc faut aussi voir la réalité en face, quoi. C'est joli le partage que tu fais là et les questions que tu as pu te poser. Alors c'est aussi personnel, j'entends. Est-ce que sans y répondre forcément, mais est-ce que tu as trouvé les réponses aux questions que tu pouvais te poser? Bah oui, parce que disons que le personnage donc de la mère d'Oliver, du coup, je l'ai un peu calqué sur mon propre cheminement, du coup, à Ok. moi aussi. Donc ça m'a un peu permis de boucler la boucle, on va dire, parce que moi, du coup, donc quand la personne est décédée, j'ai tenté d'avoir une explication, tu vois, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que Hmm. on en était arrivé là, sachant que du coup, moi, la personne n'a jamais fini par aller jusqu'à la sobriété, donc du coup, c'était un peu raté par rapport à ça. Et j'ai pas eu de réponse en fait, j'ai jamais eu d'explication. Donc du coup, finalement, je les ai écrites comme j'aurais voulu les entendre dans la bouche d'Oliver et de sa mère, quoi, en fait. Donc je sais pas si ça fait office de thérapie, mais comme de toute façon, on peut pas aller en thérapie avec des morts. De toute façon, j'avais pas d'autre option. Ouais. C'est c'est fou ce que permet l'écriture sur ce point de vue-là, Ouais. de de traverser toutes ces situations. Ouais, c'est à chaque fois, je suis toujours impressionné, tu vois, de ce qu'on fait. Alors, on le fait traverser à nos personnages, et c'est toujours une manière pour nous de le traverser aussi. Hmm. C'est vraiment. Et, et sans être forcément sur le. Tu te parlais de qu'est-ce que j'en ai ressorti sur l'appréhension de la mort ou quoi. Il y avait cette question, du coup, je te disais, de l'héritage, de ce qu'on laisse derrière soi, de ce qu'on transmet. Et ça, par contre, du coup, ça, enfin, c'est beaucoup plus proche de ce que je peux expérimenter ou vivre parce que, du coup, Oliver n'a pas d'enfant dans l'histoire, donc il sait qu'il n'en aura pas de toute façon. Et donc, qu'est-ce que tu laisses derrière toi quand tu n'as même pas de filiation, du coup, alors que lui, bon, il voulait laisser une empreinte sur le monde avec sa musique. Donc, tu vois, là aussi ce rapport-là de qu'est-ce qu'on laisse de soi quand, par exemple, on n'est pas artiste, on n'a pas laissé des millions de disques, on n'a pas Ouais. d'enfants, on n'a pas de, voilà, il reste personne, quoi. Après, en fait, comment est-ce que on sait qu'on a eu un impact sur le monde ou pas, tu vois? Et est-ce que c'est important d'avoir un impact sur le monde ou est-ce que l'important c'est d'avoir un impact sur les gens? Enfin voilà, c'est. Putain, c'est des questions profondes que tu poses Ouais, là, c'est tu pour vois, ça que du c'est. coup je me suis pris la Ouais. tête un peu longtemps sur ce truc parce que je voulais pas non plus que ça ait l'air complètement. Tu vois, je voulais pas que ça Ouais. ressorte comme un bouquin de développement perso ou ce genre de roman où on t'écrit la morale stricto sensu comme ça. Bah voilà ce qu'il fallait comprendre. Ça, je déteste. J'ai vraiment l'impression que l'auteur prend le lecteur pour un idiot, tu sais. Donc faut Ouais. arriver à le faire de manière subtile et des fois, tu vois, il y a des choses, tu les écris et c'est que quand tu as les retours des bêta lecteurs que tu te rends compte qu'il y avait une couche que tu n'avais pas envisagée. Mm. Ou même après avec les lecteurs quand il est sorti, que tu te dis ah oui c'est vrai j'avais pas du tout vu ça. Enfin moi je l'avais pas perçu du tout comme ça, mais effectivement et ça je trouve ça génial parce que
c'est là où tu te rends compte qu'il y a des choses qui se font par-delà toi, en fait, qui sont pas du tout conscientisées. Et c'est vrai que, je sais pas si tu avais ce souvenir, mais moi je sais que, je crois que c'est au lycée ou fin de collège qu'on commence, tu sais, les commentaires composés sur les œuvres, du coup, et même en fac de cinéma, moi je me rappelle, on faisait des analyses filmiques sur des scènes et tout, et je me rappelle trop d'un jour en cours de cinéma où on regardait un film d'Almodovar, il y a, je crois que c'est Par là ma mère, là, du coup, où il y a une scène au début, quand il y a un accident avec un parapluie arc-en-ciel. Et là, la prof qui était en train de se dire, oui, donc là, vous voyez, le parapluie, il est positionné comme ça, parce que si, parce que ça, ou même dans les textes, l'auteur a voulu rendre ça. Et en fait, à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'on en sait, en fait? Là, c'est nous qui posons notre propre ressenti, notre propre analyse. Si ça se trouve, il n'avait jamais pensé à ça. C'est juste que la meuf, elle avait son parapluie comme ça, et puis ça collait bien à l'image, c'était joli pour Pedro Almodovar, et puis c'est tout, quoi. Et voilà, donc du coup, je me dis, en fait, des fois, les autres vont aller analyser quelque chose derrière que tu n'avais pas du tout envisagé, qui est peut-être tout à fait vrai, mais peut-être pas du tout non plus. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et c'est ça qui est beau aussi, tu vois, c'est que à la fin, tout le monde repart des histoires avec ce quoi il a envie de repartir. Et c'est peut-être exactement ce dont ils ont besoin. C'est Et, ça. euh, et effectivement, c'est quand même ce côté prof de français, tu vois, je l'appelle toujours comme ça. Moi, j'adore Ouais. faire ça dans je trouve que c'est ça, tu vois, dans les. Alors c'est vrai dans les romans et c'est encore plus vrai, tu vois, dans la musique ou la poésie où il y a beaucoup de place pour comme tu utilises peu de mots pour dire beaucoup de choses, il y a plein de place à l'interprétation. Et donc tu Mm. peux partir, et c'est vrai que les souvenirs les plus peut-être loufoques presque de profs de français que j'ai, c'était sur les analyses de poèmes, où Ouais. tu te dis, il a voulu dire ça et tout, et tu fais, mais attends, il y a trois mots, peut-être qu'il a voulu dire l'inverse aussi, tu vois. C'est ça. C'est fascinant, c'est Ouais, fascinant. ouais. C'est et toi le sujet de laisser du coup une empreinte sur les gens ou sur le monde, c'est important pour toi? Bah, disons que je pars du principe que si on est là, c'est pour faire quelque chose sur cette terre. Sinon, du Ouais. coup, si on est juste là pour son bon plaisir, je trouve ça un peu dommage, tu sais. Mm. Donc, ouais, je pense que c'est important de savoir que t'as marqué d'une certaine façon, que ce soit par des actions, par des mots. Des fois, c'est peut-être pas grand-chose, mais juste un mot que t'as dit à quelqu'un et qui fait que ben, peut-être il n'est pas allé se jeter sous un train derrière. Enfin, des fois, tu sais, il y a des choses, c'est hyper infime et ça me rappelle quand j'étais jeune, donc j'étais dans un club photo là au lycée à côté de chez moi et la première année on devait préparer une expo avec les membres et tout, donc chacun devait choisir des photos et tout, et j'écrivais déjà à l'époque, mais j'écrivais de la poésie, pas de roman, et je me suis dit bah ça va être l'occasion d'allier les deux, donc je vais afficher un poème avec une photo, vraiment photo d'art et tout, et je vais faire un duo à chaque fois comme ça. Et il y avait un poème que j'avais écrit et que j'ai perdu malheureusement depuis. Je suis un peu dégoûtée parce que finalement il devait être assez sympa, je pense. Qui parlait de chemin, de prendre le mauvais ou le bon chemin. Et, du coup, c'était ça le thème. Et en fait, il y a une dame qui est venue, que je ne connaissais absolument pas, et qui est venue parler au président du club photo. Alors, elle n'est pas venue me parler en direct, parce que je sais plus si j'étais là, pas là. Enfin, et il me dit, cette dame a perdu son fils. Et en fait, ton poème lui a fait beaucoup de bien. Elle a compris quelque chose. Elle s'est sentie moins seule. Voilà, et elle voulait te le faire Mm. savoir et tout ça. Et là, tu te dis, waouh, c'est un truc que j'ai fait à la base juste parce que ça me plaisait. Et en fait, bah, c'était pas vain. Parce que tu vois, t'as aussi un peu des fois ce truc, quand tu dis que t'es jeune, que tu veux écrire ou des choses comme ça, c'est ouais, enfin, c'est pas un métier. À quoi bon? Cherche un vrai truc, etc. Et à quoi ça sert? C'est un hobby. Ouais, c'est un hobby, mais en fait, du coup, ça peut aider en fait des gens. Et voilà, c'était pas très visible, mais je sais que au moins cette fois-là, cette personne-là, elle s'est sentie mieux parce qu'elle a lu ce que j'avais écrit. Et enfin là, tu te dis c'est déjà, enfin voilà, cette sensation de se dire C'est- que ce que tu as fait c'est important, Ouais. c'est juste génial en fait. Donc voilà, et C'est après, il y a tout ce que tu laisses, voilà, après à tes enfants pour le coup derrière aussi, et leur montrer. Bah moi du coup, enfin, alors des fois je me dis que je suis un peu la mère qui passe pour la mère égoïste, mais en fait j'ai jamais envisagé moi la maternité comme étant, bah je deviens mère et c'est tout en fait. Donc depuis qu'ils sont tout petits, on explique à nos enfants que bah en fait maman elle c'est encore une femme, enfin une personne du coup, c'est aussi une femme avec un mari, donc elle a besoin de temps avec son mari. Elle a besoin de temps de mère, et puis maintenant ils savent que du coup j'ai besoin de mes temps pour faire mon sport, pour écrire, et que voilà, c'est important que chacun ait ses moments.
et qu'on n'est pas là à disposer, corvéable à merci, à la disposition en fait, et que c'est important pour son équilibre à soi d'avoir ces trucs quoi. Donc j'aime bien me dire que je leur montre au moins ça, que c'est important de penser aussi à soi, de pas s'oublier tout le temps quoi. Il est hyper important ton partage à la fois sur ce que tu laisses aux gens, tu vois, les fameux petits mots ou tes textes quelque part sont ça aussi, mais qui peuvent avoir de grands effets papillons après. Moi, ça me renvoie toujours à une phrase de Wajdi que je répète, que je répète, que je répète. C'est on ne sait jamais qui on sauve en écrivant, comme on ne sait jamais qui nous a sauvés parce qu'il écrivit. Et je trouve que à chaque fois que je lis cette phrase, je me dis putain c'est vrai. Et tu repenses à tous les textes que toi t'as lus et qui à un moment ont changé la trajectoire de ta vie, etc. Et c'est hyper touchant. Et le deuxième point qui est ok le modèle aussi que t'incarnes toi, là en l'occurrence pour tes enfants. Comment tu fais justement pour parce que ça c'est un vrai enjeu que je rencontre d'ailleurs pas mal avec les autrices que j'accompagne qui peuvent être mamans, de s'autoriser tu vois ce temps-là sans alors je te partage peut-être la croyance que je vois le plus souvent, qui est évidemment pas vrai pour tout le monde, mais ce côté mince, est-ce que je suis pas une mauvaise mère, tu vois, de m'autoriser du temps seulement pour moi, tu vois. Ouais. Comment toi t'as réussi simplement à organiser, je dirais du coup plutôt la partie Sam, tu vois, en disant Ouais. je prends du temps pour moi, pour écrire, pour faire du sport, etc. De manière très factuelle, quand j'ai commencé à écrire, donc c'était parce que au bureau, là où j'étais, on avait une grosse fusion qui arrivait et mon poste était complètement reconfiguré dans un truc Ok. qui m'intéressait beaucoup moins. Et alors que j'adorais ce que je faisais, en fait, du coup, je m'éclatais, j'avais vraiment même pas l'impression d'aller travailler, si tu veux. Donc, et là, je me suis dit, oh là là, mais je vais m'ennuyer toute la journée. Il faut absolument que je fasse quelque chose de mon cerveau, sinon je vais péter un plomb. Donc, je me suis mis à écrire pendant les pauses déjeuner parce que les pauses déjeuner étaient très longues. Donc, il fallait optimiser cette pause déjeuner parce que j'avais pas du tout envie de parler encore boulot à midi de trucs qui n'étaient pas intéressants. Et du coup, le soir, comme j'avais attaqué le midi, je réenchaînais le soir. Donc au départ, c'était un peu de se dire, il faut que je m'occupe, parce que sinon, je vais devenir chèvre à pas utiliser mon cerveau. Et les enfants étaient tout petits à l'époque, puisque j'ai commencé à écrire en 2017, donc ma plus grande avait 4 ans, donc, tu vois. Ok. Donc ils étaient vraiment petits, et pourtant, finalement, c'était là que j'arrivais le mieux à écrire, parce que finalement, il y a beaucoup moins de demandes, en fait, que maintenant qu'ils sont pré-ados, tu vois. Et donc c'est parti comme ça et du coup le seul moment en fait qu'il y avait de libre c'était justement le moment où les enfants étaient couchés après, hormis les pauses déjeuner quand il n'y a plus eu ces pauses déjeuner longues à optimiser, c'était le soir une fois qu'ils s'étaient couchés. Mon mari avait sa propre activité de son côté, donc plutôt que de regarder Netflix je me suis dit écoute, autant faire ce qui te plaît en fait plutôt que de t'abrutir devant la télé, même si ça fait des fois du bien. Et maintenant, c'est resté. Alors, même si c'est beaucoup plus compliqué, comme je te le disais, maintenant qu'ils sont pré-ados, parce que même au niveau du travail, c'est redevenu plus intéressant, plus intense, et du coup, il n'y a pas forcément toujours l'énergie le soir. C'est là aussi un peu le souci. Mais je ne suis pas du matin, donc je ne peux pas faire un miracle morning et me lever pour écrire le matin. Donc c'est ça, ou alors c'est les jours de RTT. Du coup, je prends des RTT ou c'est des vacances, des congés où il y a que moi qui suis en vacances, les enfants sont à l'école, mon mari est au travail. Et du coup, c'est ce que j'ai fait là, notamment sur la fin de réécriture et d'écriture du Chant du Cygne, parce que du coup, j'y arrivais plus. La maison, t'as toujours une lessive, une ménage, un truc, et puis en fait, du coup, t'as passé de ta matinée à faire que des trucs pour la maison et t'as pas touché ton clavier. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mes RTT et je vais me mettre dans un tiers-lieu où je n'ai aucune autre option que d'écrire parce que je paye la salle en plus, donc tu te dis que tu vas pas payer pour rien. Et donc voilà. Et en fait, je m'impose du coup ces contraintes parce que sinon tu te laisses déborder par le quotidien, ce que tu as à faire dans ta maison, etc., etc. Donc mais j'avoue que le plus compliqué quand même en ce moment, c'est vraiment d'avoir l'énergie le soir. Après la journée de travail de 8 heures, après avoir géré les gamins et les problèmes de collège, etc. Parce que finalement, c'est beaucoup plus demandeur d'attention et de disponibilité mentale maintenant qu'ils sont grands que quand ils étaient bébés, quoi. Donc ouais, c'est pas facile. C'est sûr que j'écris beaucoup moins maintenant que ce que j'écrivais au tout début. Puisque tu vois, le premier roman de Lucie Loiseau, il fait 140 000 mots, un truc comme ça, donc il est quand même Ouais. assez conséquent. Beau bébé, ouais. Et je l'ai écrit en 4 mois.
Donc Hmm. voilà, donc c'était quand même un bon rythme d'écriture. C'est clair, ouais. Mais là, du coup, c'est vrai que bah, c'est compliqué. J'arrive pas forcément à écrire tous les soirs, parce qu'il y a des soirs où j'ai pas l'énergie. Et puis voilà. Puis là, en ce moment, avec les chaleurs, de toute façon, enfin moi j'ai le cerveau complètement grillé le soir. Donc en fait, t'attends juste qu'il y ait un peu de frais. Le frais, il arrive à 23 heures, donc enfin, j'ai pas Ça fait commencé à tard, écrire à ouais. 23 heures non plus, quoi. Ouais, bah Mais c'était ouais. le fameux truc de réussir à, à jongler avec ces impératifs, dont bah, typiquement la santé, le fait de dormir, que je le compte aussi là-dedans. Et Ouais, parfois, c'est ouais, vrai. c'est pas évident. Enfin, en tout cas, le gérer quelque part cette frustration d'avoir ces impératifs est pas toujours évident. Mm. Bah, Et effectivement, longtemps, j'ai lutté contre, parce que comme tu parles de santé, du coup, moi, j'ai déclenché une maladie auto-immune il y a 2021. Ouais, 2021. Ce qui fait que du coup, quand je suis en crise, du coup, c'est un dérèglement de ma thyroïde. Quand je suis en mhm, crise, j'ai aucune énergie. En fait, mon corps est en suractivité, donc je suis KO complètement tout le temps et c'est brouillard mental, incapable de rester concentré plus de 20 minutes, etc. Donc c'était hyper déstabilisant pour moi, qui suis plutôt à tendance hyperactive, de me dire oh putain, je peux rien faire, tout me demande le moindre effort, c'est insurmontable, j'y arrive pas quoi. mhm. Donc déjà, il a fallu accepter que bah, à ce moment-là, il faut te mettre en pause, ce qui n'est pas forcément toujours simple du coup dans notre société. Et puis bah, malgré tout de se concéder que même si je fais mon activité de manière professionnelle et que du coup j'estime qu'il y a voilà, un gage d'excellence à obtenir, tu vois, parce que pour moi l'auto-édition pour certains c'est souvent mal fait, tu vois, c'est pas pro, etc. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que je ne connais que des autrices en auto-édition qui se donnent autant, voire plus qu'en maison d'édition. Mais néanmoins, comme ce n'est pas mon gagne-pain, je m'autorise maintenant plus, alors que si j'avais beaucoup de mal au début, à me dire, ben, si t'as pas écrit cette semaine, c'est pas grave, il y avait d'autres impératifs, parce que, bah voilà, même si c'est important pour moi d'écrire, bah, j'ai pas que ça dans ma vie. Il faut aussi quand même que si mes enfants ont besoin de moi, que je sois là. Enfin voilà, tu vois, là on est en train de regarder pour acheter une maison. Mon mari commence à me dire attention, enfin quand on va être dans les travaux, enfin ça va être compliqué du coup d'écrire, tu vois. Parce que les week-ends, du coup, on sera dans les travaux. Et je dis, bah Ouais, oui, bon, après, le week-end, de toute façon, vous savez bien que j'écris pas le week-end, parce qu'en fait, moi, j'ai besoin d'être toute seule dans ma bulle. Donc, c'est le soir quand ils dorment, ou qu'ils sont devant la télé, ou qu'ils sont pas là. Donc, de toute façon, je pense que ça changera pas, si ce n'est peut-être la fatigue, tu vois. mhm. Mais ouais, c'est sûr que c'est compliqué, parce qu'à la fois, faut pas se laisser déborder par le quotidien, mais bah, il faut pas non plus se mettre une pression de fou, si c'est pour péter un plomb après derrière, quoi. Exactement. C'est vraiment cet équilibre entre le temps libre et le temps impératif, tu vois. Et Ouais, d'être bah comme tu l'as dit en fait à l'aise avec le fait que ouais, il y a des moments bah ouais, c'est simplement ça la passe vie, pas, quoi. on a plus d'impératifs. C'est Et ça. et effectivement, c'est pas forcément facile de canaliser et de gérer cette frustration. Et mais c'est jamais tu vois définitif, c'est toujours c'est pour ça que c'est un processus très itératif l'écriture. Et il n'y a pas Mhm. tiens, je serais curieux aussi de savoir après toi quand tu disais attends pardon hop je reprends mon fil de pensée. Euh, Vas-y. il n'y a pas de rythme miracle qu'on tient toute une vie. Il y a Non. évidemment un rythme qu'on préfère et puis après il y a ce rythme là à ancrer dans notre réalité et sans C'est tirer ça. un trait sur tout ce qui fait notre vie. Mm. Et j'aime beaucoup ton partage parce que je le trouve important aussi à entendre pour se sentir peut-être euh, moins coupable, tu vois. C'est souvent ce sentiment de culpabilité de dire merde, j'ai trop de trucs à faire. Ouais, mais est-ce que c'est Mhm. pas des choses de toute manière que tu aurais dû faire quoi qu'il en soit, tu vois. Et ouais, C'est c'est ça, pour parce ça que que moi je c'est conçois pas. Alors ok, du coup pour moi c'est important et je sais que si je sors pas les histoires de ma tête à un moment ou à un autre, je vais finir par péter un plomb, ça c'est sûr. ouais, Mais néanmoins, je ne vais pas vivre dans une porcherie et je ne vais pas dire à mes enfants, bah en fait non, j'ai pas fait à manger parce que j'écrivais, démerdez-vous en fait. Donc ouais, exactement. à un moment ou à un autre, ils seront suffisamment grands pour se nourrir seuls, certes, mais en fait, voilà, il faut arriver à concilier toutes tes obligations. Et même si, du coup, l'écriture, c'est mon obligation que je me mets à moi, bah, il faut arriver à jauger des pourcentages que tu accordes dans ta journée, quoi. Ça me fait sourire ce que tu racontes parce que je me rends compte que pas la majorité, mais une petite partie de mon travail consiste à apprendre, enfin, à travailler sur gérer cette frustration de pas écrire, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que le mouvement est lancé,
tout ce qui n'est pas de l'écriture devient un truc de ah merde, putain, mais moi j'aurais envie d'écrire. Et de transformer justement, alors à la fois tu vois d'accepter qu'il y a des impératifs, et après de voir ok, mais alors tous ces impératifs, qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter dans l'écriture. Et derrière, tu vois, il y a toujours des trucs très innovants de dire ah bah en fait ça aussi, c'est toutes ces petites choses ordinaires, elles nourrissent aussi mon écriture, mes personnages, toutes ces petites choses imparfaites. Et d'ailleurs j'ai vu que dans ta bio tu parlais de d'héroïnes qui étaient pas parfaites. Bah tout ça, ça nourrit aussi tes personnages. Et donc Ouais. de venir nourrir avec du positif quelque part tout ce qui n'est pas l'écriture. Et à force, c'est comme ça que on devient beaucoup Ouais. plus à l'aise. Et après, les choses prennent leur temps et, euh, et arrivent au bout. Et Mais un- paradoxalement, je trouve, moi, tu vois, je sais très bien que même si un jour je cartonnais avec mes livres et que je pouvais en tirer un revenu régulier mensuel, je sais pertinemment que je ne me mettrai jamais 100% indépendante parce que là, justement, en fait, je sais que le soir, potentiellement, j'ai 1 heure, tu vois, de 21 à 22 quand t'es encore pas trop au chaos, de te dire, bon, t'as 1 heure par jour sur 24 heures que t'as donné au reste du monde ou à ton corps ou à quoi, t'as 1 heure pour te faire plaisir, profites-en. Et en fait, quand je suis dans des journées, alors sauf quand vraiment j'ai trouvé cette solution d'aller m'enfermer dans le tiers-lieu, mais quand je suis à la maison, en fait, tu fais tout sauf écrire. En fait, c'est ça qui est terrible parce que tu as toute la journée devant toi. Et moi, je me dis que si j'étais à mon compte, mais je pense que je serais encore moins productive que ce que je peux être en phase d'écriture parce que je sais que j'arriverais pas à me discipliner comme avec un travail, avec des horaires, etc. quoi. Hmm. Donc je pense que je garderai toujours quelque chose à côté pour me dire, voilà, ce temps-là, fais-en ce qu'il faut, parce qu'il y en a pas beaucoup, tu vois. Ouais, t'as tout à fait raison. On sous-estime le, tout ce que le reste permet à l'écriture. Et ça donne Mhm. quelque part un équilibre de dire, ok, là j'ai 2 heures pour écrire, 1 heure, 30 minutes, 5 minutes, ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais, Et le fait que j'ai que ces 5 minutes, quelque part, les rend beaucoup plus intenses et beaucoup plus c'est ça. importantes que si on en avait le triple, quoi. Ouais, c'est C'est en plein vraiment des visages, fascinant, hein. quoi. Ouais, et puis alors c'est marrant parce que c'est très très différent en fonction des gens en plus. Donc c'est ça qui est fascinant. Chacun a Ouais. ses curseurs différents. Il y en a au contraire quand ils ont toute la journée libre devant eux, c'est là qu'ils sont le plus productifs. À l'inverse, pas du tout. Ouais, Mhm. c'est vraiment passionnant. Toi, c'est quoi le rythme que tu préfères? Et alors par exemple, tu vois sur ton premier roman, parce qu'effectivement 140 000 mots en 4 mois, c'est vraiment un très 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 beau score. Qu'est-ce que tu préfères toi finalement comme rythme d'écriture? Bah, moi, du coup, j'aime bien quand justement je suis une fois que je suis lancée de pas sortir de l'histoire. Et c'est Ouais. même si tu vois, je vais pas forcément quand j'écris maintenant, je suis pas forcément à écrire des mots tous les jours. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a pas un jour où je pense pas à l'histoire ou je pose Mm. pas un truc qui servira ou une recherche ou voilà, je lâche pas l'histoire de plus de 24 heures parce qu'après, quand tu te remets dedans, c'est trop compliqué en fait. Moi, je comprends pas les gens. Enfin, je sais pas comment ils arrivent à faire. Je pourrais pas commencer une histoire pendant 15 jours de vacances, puis attendre les prochaines vacances 6 ou 8 semaines plus tard pour continuer. En fait, moi, j'ai besoin de vivre avec les personnages et d'être dans le flot de l'action, en fait. Donc, une fois que j'ai posé toute ma phase préparatoire, que j'ai mon plan, bah, il faut que je sois prête psychologiquement à me dire bon bah là meuf pendant 3 mois t'oublies les soirées Netflix du lundi au vendredi et puis t'écris en fait. Mais en fait, c'est aussi ça, tu vois. Au début, j'étais là, il faut écrire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, c'est ce que j'avais fait pour Lucie, j'écrivais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais voilà, t'as quand même une famille, t'as quand même toujours, bah, du coup, des fois des invitations, des sorties. Et après, tu sais, c'est comme la blague, je dois écrire 1000 mots tous les jours. À chaque fois que je saute un jour, je dois les remettre le lendemain. Bah, demain, je dois écrire 612 000 mots. Bah ouais, non, ça Ouais, marche pas comme ça. Il ça faut que c'est tu te le gardes ouais, des ouais. soupapes, en fait, dans ton Mm. orga. Donc maintenant, de toute façon, quand je suis en phase d'écriture, j'écris que du lundi au vendredi. Et le week-end, j'oublie parce que bah, la journée, il y a tout le monde, donc j'y arrive pas de toute façon. Et les soirs, tu as toujours des trucs à faire ou quoi que ce soit. Donc l'idée, c'est pas de se couper non plus du monde complètement. Donc j'aime bien voilà, me dire que 5 jours par semaine, au moins 1 heure tous les soirs si je peux. Après, voilà, forcément, en fonction de la longueur du texte, ça prend plus ou moins longtemps. Mm. Là, du coup, je sais que les prochains, je vais quand même essayer de faire plus court parce que j'ai sorti que des pavés. En fait, les deux Lucie, ils font autour de 140 000. Le dernier chant du cygne, il en fait 165.
Et en fait, déjà, ça te paraît être une énorme montagne quand tu vois ton nombre de scènes à écrire. Et puis après, c'est beaucoup plus long à relire, beaucoup plus long à corriger, beaucoup plus cher. Enfin bon, c'est... Et donc voilà, au bout d'un moment, il faut aussi... faut donner sa place à l'histoire, mais je pense qu'il va falloir que j'arrive aussi à me Petit, contraindre un petit peu pour petit arriver challenge. à... Et, ouais, et puis ça fera moins peur aussi, parce que là, quand tu vois, c'est aussi pour ça que je sais que le tome 3 de Lucie, au départ, je le repoussais. C'est parce que quand tu sors d'un gros texte éprouvant, te relancer dans un gros texte, du coup, pas forcément éprouvant, mais long, des fois tu te dis, ouais, je sais pas si j'ai le courage en fait, tu vois. Mm. Et là, en ce moment, j'étais un peu dans cette phase-là, de me dire, ouais, je sais pas si j'ai vraiment l'énergie pour me relancer après Oliver qui m'a bien essoré. Je sais pas si j'ai la force pour me relancer en fait. Et après, Mm. t'en viens même à être encore plus dans en fait, je sais plus écrire, je sais plus faire un plan, je sais plus comment j'ai fait les fois d'avant, c'est plus possible. Ouais, c'est Donc ça. là, Et puis là, heureusement que c'est t'as tes copines qui sont là et qui te rappellent que si tu sais faire et tout, mais ouais, des fois, tu te lances toi-même dans une spirale de, j'y arriverai plus, ça y est, j'ai fini d'écrire, j'ai fini ma carrière, quoi. tout est fini. Ouais, et puis Tout est là, alors fini. ça, c'est la magie du cerveau. Quand tu lui laisses cet espace-là, il te bombarde et il t'allonge la liste de peurs et de raisons pour lesquelles ça serait bien que tu fasses plus jamais rien. Exactement. Que c'est vraiment impressionnant, ça. Ouais. Et Et c'est pour c'est, ça que j'adore, tu vas en parler d'Anaël du coup, c'est pour ça que j'adore les posts d'Anaël parce qu'elle a vraiment cette façon de présenter les choses d'une manière décalée, fun et tout ça pour te rappeler qu'en fait on vit tous la même chose et que non, c'est bon, ça va aller, tu vas y arriver quoi. c'est Et, exactement ça, hein. et du coup, C'est, ça fait du bien parce que des fois, enfin moi, des fois, je lis ses newsletters et je dis, oh, putain, elle a encore trouvé pile les mots qu'il me fallait pour me dire que oui, c'est bon, je peux y aller quoi. Et je trouve ça génial en fait. bah ouais, c'est ça aussi qui est fascinant, c'est qu'en fait, les, alors à mon sens, les raisons pour lesquelles ces peurs peuvent se développer, tu vois, et les manières de les démêler sont toujours très personnelles, mais en fait, on a tous les mêmes enjeux. Et puis on les range derrière des trucs genre la page blanche, le syndrome de Mm. l'imposteur, etc., etc. Mais ouais, c'est fou, c'est fou à quel point, en fait, on n'est pas seul, quoi. On n'est pas Mm. seul. Non, non, c'est sûr. C'est ça qui est rassurant parce que moi, du coup, j'ai une relation un peu ambivalente avec les réseaux sociaux parce que j'ai pas trop envie de jouer le jeu de méta, tu vois, de faire ce qui fait plaisir à l'algorithme et tout ça. Et puis en fait, d'une manière très factuelle, tout le temps que je passe sur Insta, c'est du temps que je passe pas justement à écrire. Donc au bout d'un moment, il y aura plus rien à dire sur Insta si j'écris pas. Mais néanmoins, du moins du point de vue de la communauté des auteurs et autrices, ça permet de te rendre compte qu'on est tous dans le même bateau, qu'on vit tous les mêmes galères et que tout le monde s'en sort plus ou moins à un moment ou à un autre. Donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas pour nous non plus et qu'on trouve pas comment se sortir du marasme dans lequel on s'est soi-même foutu quoi. Ouais, exactement, exactement. Et pour repartir un peu sur toi et ton écriture, alors du coup le fameux roman jeunesse et pas Ouais, de jeunesse. de jeunesse, pardon. J'ai vu effectivement que tu faisais euh, des romans du coup qui étaient jeunesse en fait. Et là Ouais. le fait tu me disais l'enjeu c'est de le corriger, c'est ça? Enfin en tout cas de prendre Ouais. quelque chose qui était existant et d'en faire quelque chose de différent, c'est ça? En fait, au départ, je n'avais pas spécialement prévu d'écrire pour le jeunesse, mais comme je te le disais, quand j'ai commencé à écrire, mes enfants étaient petits et bon, Mhm. le premier Lucie a pris quelques temps parce que là aussi j'ai ratatouillé un peu longtemps avant de trouver la bonne histoire. Et à partir du moment où j'étais vraiment lancée là, du coup, dans cette phase-là de 4 mois intensifs, forcément, le soir, du coup, j'étais sur mon ordinateur et puis des fois, tu sais, les enfants, comment ils sont, machin, ah, mais du coup, j'arrive pas à dormir, alors je redescends et gna. Et du coup, au bout d'un moment, je disais, mais en fait, là, non, c'est l'heure de dormir. Puis de toute façon, maman, elle est occupée, maman, elle écrit, quoi. Et ma fille, en fait, ne supportait pas ça. Et un jour, elle m'a fait un caprice en tapant des pieds, en remontant les escaliers du haut de ses 6 ans. Ah, mais tu nous saoules avec ton fichu livre. Du coup, t'as qu'à m'en écrire un pour moi de livre. Dans ces cas-là, voilà, moi, je mérite, quoi, aussi, tu vois, de me dire.
Et donc, du coup, je l'ai pris au mot et je lui ai écrit un roman pour son 7e anniversaire. Alors, du coup, elle a voulu participer, elle a voulu trouver le nom du personnage, de quoi ça allait parler, etc. Grosso modo, et moi, je me suis basée sur ce qu'elle me racontait de l'école, tu vois, sur les problèmes qu'elle pouvait vivre à l'école. J'adore. Voilà, c'est quoi les soucis des gamins à cet âge-là, pour savoir de quoi j'allais parler. Parce que autant elle lisait, petite, j'avais lu des albums avec elle, mais elle était à l'âge où elle savait déjà lire toute seule, donc je lui lisais plus de romans à elle. Je dis, bon, de quoi ça va parler? Et en fait, là, ça m'a fait un peu comme Stéphanie Meyer, si tu veux, j'ai vu le roman dans un rêve, tu vois. Mhm. J'ai vu ce qui allait se passer. Et donc, je l'ai écrit un chapitre par jour, la semaine de son anniversaire, et je lui offrais un chapitre par jour. Et elle me disait ce qui allait pas, ce qu'on changeait et tout. Et puis, j'écrivais comme ça au fil de l'eau. Et à la fin, du coup, je lui avais imprimé ça à la maison, tu vois, et il me dit, ah ouais, c'est sympa, ouais, j'aurais bien voulu que ça ressemble à un vrai livre, quoi, quand même, tu vois. Donc, Exigeante. voilà, je dis, ok, d'accord, ma chérie, mais le problème, c'est que, je sais pas si on peut imprimer un seul livre, tu vois, pour que ça ressemble à quelque chose. Je fais, si on le mettait sur Amazon comme comme mon livre à moi, oui, je pourrais te l'imprimer, mais je fais, ça voudrait dire que tout le monde peut l'acheter, quoi. Ah, mais c'est mon livre à moi et tout. Je dis, voilà, on pourra pas forcément avoir les deux, faudra choisir. Et là, elle me dit, mais si tu le mets sur Amazon, du coup, ça veut dire que tu vas toucher des sous. Oui. Alors, du coup, je veux bien que tu le mettes sur Amazon, mais je veux un pourcentage des sous. Parce que c'est Rusé. mon histoire. Rusé. Voilà. Et là, j'ai dit, ok, très bien, d'accord, et soit. Et donc, du coup, là, je l'ai recorrigé correctement d'un point de vue vraiment orthotypo, tu vois, mais Ouais. j'ai pas retouché l'histoire. Juste mon mari a relu et il me dit, ah, je rajouterais bien un truc là, et puis voilà, ça en est resté là. Et une chose en entraînant une autre, comme j'ai un deuxième enfant, lui aussi il a voulu son livre, donc du coup je m'en suis retrouvée à en avoir deux comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même vachement de gens qui m'ont demandé une suite, du coup, des petits lecteurs ou des parents, du coup, on aimerait bien retrouver le personnage d'Apolline ou les Mousques Terribles dans une autre enquête, etc., etc. Et du coup, pour Apolline, j'avais dans l'idée que potentiellement ça aurait pu donner des suites, mais je savais pas exactement quoi. Et quand j'ai commencé à y réfléchir, parce que là j'ai fait aucun salon l'année dernière, mais là cette année j'ai un gros salon qui arrive en fin d'année dans le Cantal, à une mine de livres, et je me dis bon, l'autre c'était tous les 2 ans, je vais arriver avec un nouveau roman jeunesse, nouveau roman adulte, mais j'aurai pas de nouveau roman jeunesse, ça m'embête un peu. Donc c'est la bonne année pour le sortir. Donc allez, on va regarder si on peut faire une suite à Apolline. Et en fait, je savais que je voulais que le personnage grandisse, du coup, d'Apolline, pour qu'il accompagne un peu les lecteurs, tu vois, un peu comme Harry Potter, tu commences, t'es petit, tu finis, t'es presque à la fin de ta scolarité, mais Ouais. bon, sans aller sur la tranche d'âge collège-lycée, en accompagnant plutôt l'élémentaire. Et donc je dis, bon, faut que je relise mon texte et tout, et en fait, j'avais fermé toutes les portes puisque c'était un truc pour ma fille, donc il n'y avait pas de porte ouverte vers une suite. Donc je me suis dit, en fait, c'est trop fermé, il faut que je trouve autre chose. Et en fait, en le relisant, en fait, j'ai trouvé plein de défauts parce que forcément, c'était un deuxième roman, un premier roman jeunesse, du coup, que j'avais fait au départ pour ma fille. Et en fait, maintenant, d'un point de vue narratif, je vois toutes les faiblesses et tout ce qu'il faudrait réparer, quoi, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, alors, soit, du coup, tant qu'à faire une suite, je recorrige celui-ci vraiment comme il faut, je refais Hmm. l'intrigue, c'est la même intrigue, mais mieux, du coup, pour que, tu vois, d'un point de vue très très bête, la petite fille, en fait, elle a deux animaux imaginaires, un éléphant et une coccinelle, et ils recueillent un petit loup, et un matin, le loup est kidnappé. Et donc ils partent à la quête du coup du loup qui a été kidnappé par des vilaines fées, etc. Et donc ils rentrent dans une forêt interdite où il y a voilà qui fait peur et qui ne doit pas être pénétré par les enfants. Et en fait en le relisant je me dis en fait c'est chouette, elle avance d'étape en étape, elle rencontre différentes créatures imaginaires. Mais d'un point de vue narratif, en fait, même si c'est un roman pour les enfants, c'est pas pour ça qu'on est obligé de faire mal, il n'y a aucun vrai obstacle en fait. Elle rencontre des personnages et puis ça avance et en fait ils agrandissent la bande si tu veux, mais il n'y a pas vraiment Hmm. d'obstacle. Donc du coup, je suis en train de regarder pour repositionner ça bien comme il faut, pour pas fermer toutes les portes et toutes les intrigues à la fin non plus, pour pouvoir avoir un tome 2 et un tome 3. Et donc le premier serait vraiment pour le niveau première lecture, niveau CP. Donc je vais aussi un peu simplifier le texte parce qu'il y a quand même quelques parents qui m'avaient dit oui, pour quand même 6-7 ans, il y a certains mots, c'est un peu compliqué. Donc tu vois, je vais aussi réadapter un peu le vocabulaire.
faire un tome 2 plutôt pour le niveau CE et un tome 3 pour le niveau CM, du coup, pour accompagner jusqu'à Ok. l'entrée du collège, quoi. Ça, c'est trop cool. Donc ça, c'est mon objectif. Il faut absolument que ce livre soit prêt pour une mine de livres fin novembre. Je me suis Enfin, engagée à avoir ce livre-là prêt, le tome 2. Donc peut-être pas le tome 3 non plus, faut pas non plus exagérer parce que voilà. Mais voilà, donc c'est comme ça que j'en suis partie à me dire, eh ben, il ok. faut reprendre parce qu'il y a quand même des problèmes. L'histoire est sympa et elle plaît si tu veux, mais moi d'un point de vue d'auteur, maintenant quand je le relis, je me dis non mais il y a trop de trucs qui sont un peu bancals, je peux pas le laisser comme ça. Et comment, qu'est-ce qui est différent quand tu écris pour la jeunesse, au-delà du vocabulaire, j'entends forcément quand tu Ouais. t'adresses à des petits, tu peux pas utiliser des mots trop compliqués quelque part. Et qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est peut-être plus dur, plus facile? Ben, là, pour l'instant, celui-ci, c'est vrai que, alors, je pensais avoir fait simple, mais du coup, je me suis basée sur, du coup, ce que je savais de mes enfants, en fait, etc. Donc, je pense que déjà, il faudra, comme sur le tome le deuxième, j'ai fait des bêta lecteurs enfants, et je l'avais pas fait sur le Ah, premier. Donc, maintenant, je vais faire ça pour la réécriture d'Apolline. Je prends des enfants des copains, ou sur Insta, j'avais demandé des parents qui voulaient bien. Ils ont lu le livre avec leurs enfants et j'ai eu le retour des parents quoi, avec des enfants et me dire bah là ça j'ai pas compris ou etc etc. Donc ça c'est hyper important je pense de faire ta bêta lecture avec le public qui va lire le le livre public tu cible. vois pas qu'avec des adultes. Hmm. Et après, c'est vraiment le vocabulaire, je pense, et la façon d'écrire, parce que malgré tout, on a une façon d'écrire de grand, en fait, et Hmm. c'est hyper complexe, je trouve, moi, ça, d'arriver à trouver une syntaxe qui soit pas non plus trop bétifiante, parce que, voilà, enfin, les phrases à la choupi, c'est bon, quoi, on n'est pas là non plus pour ça. Et l'idée, c'est quand même enfin, comment dire, tu vois, il y a plein de parents qui m'ont fait remercier d'avoir écrit un livre au passé simple parce que Hmm. c'est pour eux le temps narratif des livres et que il y a quasiment aucun bouquin jeunesse visiblement de cet âge-là qui était au passé simple. Ah, c'est vrai que c'est. Et pour moi, c'était juste la base en fait. Pour moi, l'histoire quand tu racontes aux enfants, c'est il était une fois, donc c'est du passé simple, c'est un parfait passé simple, tu vois. Ouais. C'était pour moi une évidence, mais visiblement, c'est pas le cas pour les autres forcément romans de cet âge-là. Et puis la façon de structurer aussi, parce que moi j'aime bien cette idée, tu vois, qu'il y avait un chapitre qui pouvait se lire chaque soir, parce que je sais que moi personnellement en tant que lectrice adulte, je déteste devoir m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Donc les chapitres qui font 50 pages, ça me saoule parce que tu peux pas. Enfin, moi, j'arrive pas à lire autant le soir, donc je me dis pour les enfants, ça doit être pareil. Moi, c'est toujours, tu vois, encore un chapitre, encore un chapitre. Je leur dis de s'arrêter au milieu d'une page, ils me tuent, mes gosses. Donc, c'est pareil. Sur la structure, il fallait que ça soit un chapitre, du coup, une session de lecture. Donc ça, et voilà, le truc que j'ai mieux réussi à faire sur le deuxième, c'est de quand même respecter les codes de la narration en fait. Et pour le coup, voilà, sur le un je me rends compte que je l'ai un peu raté pour le premier roman, mais pour le deuxième, je l'avais mieux envisagé, vraiment avec vraiment pareil, enfin, vraiment comme une structure pour les grands, mais version petit, parce que j'en ai lu tellement moi, des livres pour mes enfants où en fait il se passait pas grand chose en fait et à la fin tu ressors de l'histoire oui super t'as lu un livre mais il y avait pas sans forcément dire qu'il y a un message mais il faut quand même que ça ait suscité quelque chose en toi tu vois en fait ou que t'aies ri ou que t'aies eu peur ou que t'aies vu Qu'il y a un les truc choses qui se passe, autrement quoi. mais voilà il faut qu'il y ait un truc qui se passe quoi c'est pas parce que t'écris pour les enfants que justement voilà à la fin d'un choupi ça te change pas grand chose quoi. Oui, oui, c'est effectivement. Mais voilà, du coup, l'idée, c'est de quand même arriver à savoir ce que tu veux leur dire, en fait. Pourquoi est-ce que tu veux raconter cette histoire? Et enfin, le cœur d'Apolline, c'était dans un univers merveilleux, donc avec des créatures imaginaires. Et l'idée, c'était quand même à la fois de donner quelques valeurs sur l'entraide et la solidarité et la différence, parce que je sais qu'à cette époque-là, les enfants, du coup, il y en avait certains qui faisaient des remarques, du coup, déjà, même si petits, à 7 ans, sur ah oui, mais machin, il est un peu gros, ou il est un peu bête, ou il n'a pas de parents, enfin, tu vois, et du coup, voilà, donc de dire que chacun a son vécu et que tout le monde a sa place, quoi.
et aussi pour la lecture plus pour les parents, du coup, là, parce que des fois, il faut aussi quand même penser que les parents vont le lire. C'est quoi garder son âme d'enfant, en fait, du coup, comment est-ce qu'on ne la perd pas et comment est-ce qu'on peut continuer à rêver les yeux ouverts, en fait. Grosso modo, c'était un peu ça que j'avais envie de... Parce que du coup, les parents aussi, ils ont le droit d'aimer les histoires pour les enfants. Et voilà, j'aimais bien cette petite touche de merveilleux, de dire, bon, bah voilà, c'est pour les petits, mais j'espère que vous aussi, ça vous a rappelé des valeurs qui vous touchaient quand vous étiez enfant ou qui vous touchent encore. Donc voilà, moi j'aime bien essayer de faire en sorte que ce soit aussi sympa pour les adultes à lire en fait, parce que on sait que les parents vont être les accompagnateurs et c'est eux qui transmettent ça, ou les parents ou les profs, mais pour moi il fallait quand même que l'adulte ait un plaisir à lire le livre aussi, quoi. Mm. C'est ça, effectivement, ça doit pas forcément être facile d'avoir enfin, pas différents, mais deux messages pour deux types de personnes différentes. Mm, Et, mm. euh, et effectivement, le côté rappeler aux adultes qu'ils ont le droit d'avoir une âme d'enfant, ça, à mon sens, c'est hyper important. Mm. C'est fou comme parfois ça se perd quand on grandit. Notre Oui, âme c'est ça. d'enfant créatif et un peu Ah, c'est plus de mon âge. joueur et fou. Ouais, c'est ça. Qui a décidé que c'était plus de ton âge? Elle est où la date de péremption? Parce que là, C'est ça. c'est clair. C'est fou. C'est fou. Et, et alors j'aime beaucoup le côté faire bêta lire son texte à des enfants. Et c'est vrai que Ouais. c'est logique en fait quelque part. Le public que tu cibles sont des enfants, donc c'est important Mm. de prendre en compte leur retour. Tu le fais toujours lire à ta fille par exemple la suite de ses aventures. Ah mais là, mais elle veut l'écrire avec moi, donc j'ai commencé à lui Ah expliquer qu'en fait, du coup, elle écrit pas vraiment avec moi, du coup, qu'elle me donne des idées, mais que tant qu'elle tape pas les mots sur le clavier, on va pas considérer qu'elle l'a écrit. ouais. Mais oui, oui, elle a l'intention de s'impliquer dans celui-là aussi, hein, mais il faut que je lui explique là qu'est-ce que j'ai prévu de changer et sur quoi est-ce qu'on part et tout. Oui, elle a bien l'intention de garder sa main mise sur Apolline. Hmm. Tu la vois avec des envies de raconter des histoires, elle aussi? Oui, oui, elle commence, enfin, elle fait des petits trucs du coup de son côté, mais après, bon, c'est Incroyable. souvent le problème de beaucoup d'enfants, c'est que, enfin, je sais pas si t'étais comme ça quand t'étais petit, mais tu commences 1000 trucs et t'en finis deux, quoi, donc c'est plus du coup d'arriver à avoir la constance, et un peu comme notre problème après Ouais. en tant qu'adulte aussi, hein, d'avoir la constance pour aller au bout. Donc non, mais je pense que plus tard, peut-être qu'elle essaiera, à mon avis, parce que c'est quand même quelque chose qui l'intéresse. Et même si elle, pour le moment, elle n'écrit pas sur un ordinateur pour faire un truc, oui, elle a Hmm. déjà. Elle m'avait fait une micro-histoire que j'ai gardée, là, qu'elle m'avait fait sur des Trop petites bien. feuilles de papier agrafées et tout machin. Elle a écrit son petit texte dedans. Elle devait avoir 7 8 ans, ouais, à l'époque, un truc comme ça. Ça c'est trop précieux à garder. Quand tu retrouves ça quand t'es adulte, Et ouais, c'est clair. t'es tellement heureux. C'est T'as... ça. C'est vrai que c'est Moi, une question que je t'ai... j'ai rien gardé de tout ce que j'écrivais quand j'étais Hmm. gamine, tous les débuts de romans que j'ai pas fini. Mais tu vois, même si c'est pas fini, du coup, t'aimerais bien les relire. En fait, tout ça, j'ai tout perdu. Et comme je te disais, tu vois, le poème tout à l'heure aussi, c'est pareil. Ouais. Je sais pas où il est. Puis alors, en plus, moi, quand j'étais au lycée, j'écrivais et j'avais comme c'était sur l'ordinateur familial, tu sais, je voulais surtout pas que mes parents ils aillent regarder ce que je faisais et tout, comme il n'y a qu'un ordinateur dans la maison. Donc, du coup, j'avais eu la bonne idée de mettre des mots de passe à mes fichiers Word. Sauf que Aïe, du aïe, coup, aïe. eh ben en fait, 20 ans, 30 ans plus tard, tu sais plus ce que c'est le mot de passe de ton fichier Word, donc tu peux plus l'ouvrir. Ah, Et putain. du coup, bon, je vais quand même pas aller sur le dark web pour trouver comment est-ce qu'on va pirater des fichiers Word pour retrouver des vieux Pirater. textes que t'écrivais au lycée. Mais donc voilà, ça c'est tous des trucs. Ça fait des années que j'essaye de trouver comment les rouvrir et je ne sais pas si quelqu'un a la solution pour craquer un mot Ouais. de passe Word. C'est Mais fou, tous mes textes de jeunesse sont morts. je me dis que ça doit être faisable quand même parce que, Sans mais pas. bon, je, alors, en tout cas, je te souhaite de réussir à craquer ce code-là, Oui, juste effectivement. pour rire, tu vois, parce que je sais que ça Ah vaudra ouais, sûrement rien, mais juste pour retrouver ce que j'écrivais au lycée ou quoi. Les tout premiers débuts de texte de romans, c'était fin collège, début lycée, ouais. Donc, c'est ça que j'allais te demander. T'écris depuis ce moment-là, t'as commencé et puis ça t'a suivi tout du oui, bah long de loin en ou... loin. Alors, soit, comme je disais, Ouais. soit du coup des essais de romans ou des nouvelles, de la poésie. Après post-bac, j'étais partie sur le blog. Donc là, du coup, c'était un peu 36-15 ma life, mais du coup, raconté de manière humoristique. Hmm.
voilà, pour faire rire, clairement, hein. Et j'avais un blog en ligne et je me rappelle du coup quand j'étais, quel âge j'avais? Ouais, 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Du coup, je donnais des cours dans la prépa cinéma que j'avais faite moi-même. Et du coup, mes élèves ont fini par savoir que j'avais ce blog-là. Et en fait, ils le Hmm. lisaient, du coup. Et du coup, ça me faisait marrer parce que des fois, j'arrivais comme ça. Ah, madame, j'ai lu votre truc hier, c'était tellement drôle, machin. Mais du coup, c'est vraiment passé comme ça. Et alors, du coup, ils m'en parlaient. Moi, j'étais, oh là, super. J'avais pas spécialement envie que vous lisiez ça, mais Ah mais bon, ouais. ça les faisait rire, donc en fait, comme l'objectif, moi, c'était que ça fasse rire, du coup, pour moi, c'était bon, même si c'était pas du tout ceux qui étaient censés lire. Donc, ouais, non, j'ai toujours écrit, ça c'est sûr. Et ouais, avec si possible, du coup, à la base, tu vois, comme pour Lucie Loiseau, le côté de faire rire, quoi. Du coup, donc, Ouais. C'est ce que j'allais te dire, c'est marrant, on sent cette ligne constante que tu as gardée avec donc le blog qui devait faire rire et puis quelque part les comédies romantiques que tu as pu écrire après. ouais, c'est On ça. sent on sent ce fil rouge. Oui, bah écoute, C'est... il y a suffisamment de raisons de pleurer la journée, autant, tu vois, c'est pour ça que pour Tant mieux. le dernier chant du cygne, pour moi, c'était impensable que ce soit Pathos Land. Enfin, du Ouais. coup, je voulais que, et d'ailleurs, du coup, il y a des gens, enfin, je sais que ma voisine, elle me disait l'autre fois, oh là là, mais je l'ai lu en 2 jours au camping-car, là, aux vacances l'autre fois, du coup, et Philippe, il pensait que j'étais folle parce que je riais et je pleurais dans la même page, quoi, pratiquement, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est ce qu'il faut. Enfin, du coup, c'est pas l'idée, c'est pas de passer des 3 paquets de Kleenex quand tu lis un livre, du coup, et de finir dévasté. Tu peux finir Ouais. dévasté, mais il faut qu'il y ait quand même un peu enfin, comment dire, pas de légèreté, mais d'espoir ou d'ouverture vers quelque chose de plus lumineux que juste le sombre, quoi. Mm. C'est pour ça que je sais que la dark romance ou les choses comme ça, tu vois, moi, je suis pas du tout le public cible. Enfin voilà, moi, il y a assez, si je veux des trucs dark, t'écoutes les infos, ça suffit. Donc pour moi, il faut vraiment que dans la fiction, tu passes par des émotions positives, quoi, à un moment ou à un autre. Ouais. Moi, je suis effectivement très touché à chaque fois par l'espoir. Tu vois, au-delà de tout, tu peux avoir des histoires très tristes, mais qui se finissent avec une note d'espoir toujours. Enfin, en tout cas, Mhm. moi, c'est ça qui me touche le plus quand je repense à tous les textes qui ont pu que j'ai Te pu marquer. apprécier. Mhm. Même, tu vois, même en fantasy ou en fantastique, euh, à chaque fois, je trouve que c'est ça qui me marque le plus. Ouais. Truc Mhm. de putain y croire en fait, savoir que Ouais. les choses peuvent changer, les choses peuvent avancer, enfin bref, tout ça quoi. L'espoir quoi, l'espoir Je meurt suis bien toujours en d'accord, ouais. dernier. Mhm. Et c'est quoi le déclic qui te fait c'est marrant, je te pose cette question à la fin, ça aurait été plutôt le début, mais bon, c'est ça la magie des discussions Ouais. qui te fait passer, tu vois, de d'écrire des blogs, des débuts de nouvelles, des débuts de romans, à vraiment basculer sur Louise et dire, ok, là, en fait, maintenant, j'ai envie de faire un vrai roman entier, terminé, disponible. Bah, au-delà, comme je te disais, quand le personnage de Lucie Loiseau est arrivé, Ouais, Lucie, pardon. au-delà de me dire que du coup il fallait que je m'occupe, je pense que c'était vraiment de me prouver que j'étais capable de finir un truc, tu vois. Parce que, Ouais. comme je disais, ma fille qui commence 1000 Mhm. choses et en finit deux. T'as plein d'ébauches de trucs que t'as commencé, jamais fini. Une peinture au numéro, ah bah, il manque la moitié des numéros. Enfin, et donc, je crois que du coup, c'était vraiment de me dire, attends, là c'est bon, maintenant t'es grande. Du coup, si c'est important pour toi, ben va au bout en fait. Et montre-toi que t'es capable. Et en fait, c'était déjà ça le challenge, c'est d'arriver à poser le point final d'un truc dont tu es à peu près content, même si tu sais qu'il y aura beaucoup de réécriture par rapport au premier jet. Mais je sais que c'est vraiment quand je sais très clairement à quel moment j'ai fini de l'écrire. Du coup, je m'étais dit qu'il serait fini le 8 mars au plus tard. Bon, on était sur le 9 parce qu'on était dans la nuit, mais bon, je m'étais fixé une deadline et je l'ai tenue. Et je sais qu'à la fin, c'est pas du tout triste et pourtant je pleurais, mais juste de me dire, ça y est, t'es allé au bout. En fait, t'as raconté ce que tu Ouais. voulais raconter et tu t'as tenu bon et t'es allé au bout, quoi. Et ça, c'était juste grisant comme sensation de se dire, j'ai Mhm. réussi. En fait, j'ai réussi une fois, donc bah, je réussirai une autre au moins, parce que si j'ai fait une fois, pourquoi pas deux, quoi. Putain. J'adore, c'est vraiment le... Tu te rappelles de l'émotion du moment quand tu la regardes aujourd'hui, t'arrives à mettre des mots dessus, sur ce moment où Ah tu bah mets le mot c'était fin là? clairement du coup c'était un truc entre la fierté et le soulagement de se dire Ouais. ça y est
Ça y est, c'est sorti, c'est bon. Moi, j'ai quelque chose à travailler, même si c'est pas tout bon, etc. Et d'ailleurs, du coup, à part ces derniers chapitres-là, que j'ai écrits là dans ce dernier week-end d'écriture, j'étais en week-end d'écriture avec des copines et je m'étais dit que je le finirais à ce moment-là. Mais j'ai réécrit tout l'acte 3 à part ces quelques derniers chapitres que j'ai fait avec elle. Donc il y a quand même, tu vois, vraiment un truc à reprendre. Et à la fois, quand tu dis, ah, j'ai déjà fait ça, il faut que je recommence. Mais en fait, tu te dis, si finalement, c'est rien par rapport à ce que j'ai fait. En fait, oui, Ouais. d'accord, tu as peut-être 10 chapitres à réécrire, mais c'est que 10 chapitres sur 50, tu vois. Donc, Mm. si tu en as fait 50, tu peux en faire 10. Et, euh, non, ouais, c'était ça. Et puis la fierté de me dire, ouais, ça y est, t'es allé au bout, quoi. T'as réussi. T'es comme les grands. Ouais. L'écriture, c'est vraiment ça, hein. C'est un truc, c'est toujours, ça prend du temps à écrire. Donc, c'est toujours quelque chose Mm. que tu fais sur au moins plusieurs mois. Et quand ça se termine, ouais, il y a ce sentiment de libération et de dire, en fait, si ça c'est possible, ouais, peut-être que tout le reste aussi, quoi. Et, Ouais. euh, et c'est toujours c'est là qu'on touche, tu vois, à la transformation par l'écriture. Et je suis toujours fasciné, moi, par voir ce qui se passe chez les gens quand ils terminent, quoi. Ouais. Et puis des gens, tu vois, je pense notamment aux auteurs que j'ai pu accompagner du début jusqu'à la fin, qui se reconnaissent presque pas, quoi. Qui, quand tu leur demandes quel regard tu portes sur la personne que tu étais au début, ils disent, t'es presque un truc de dire, Tain, j'aurais pas cru en fait. Et c'est ça qui est Ouais. fou. Et Et- c'est pour ça que tu vois, quand je te parlais du coup du fait d'être, quand t'es auteur à 100% de ton temps, etc. Alors je présume parce que ça m'arrive pas, mais je me dis que. Enfin, est-ce que tu ressens la même chose quand du coup, tu sais, tu t'en es à écrire comme certaines, du coup, et c'est très bien hein, si du coup elles y arrivent et tout ça, à écrire un livre tous les mois, 2 mois, 3 mois. Est-ce que tu as cette même sensation de te dire, je suis allée au bout, du coup, parce que, enfin, clairement, moi, je sais que même si Lucie, c'est léger, etc., bah, tu mets un bout de toi dedans, en fait, quand même. Ah ouais. Et du coup, même si c'est léger et drôle, ben, tu mets tes tripes à nu, en fait. Et je me dis, est-ce Mm. que tu peux mettre tes tripes à nu une fois, enfin, tous les mois sur un nouveau texte, quand on voit certains qui sont à 100, 120 bouquins sortis en quelques années? Est-ce que Mm. tu vis ça avec la même intensité? C'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait de savoir, tu vois, parce que pour moi, c'est tellement fort du Ouais. moment où tu commences au moment où tu finis. Enfin, c'est tellement intense et ouais, tu sais, il y en a qui dit, je sais plus qui c'est la citation, tu sais, d'écrire avec ton sang. Ben alors du coup, j'ai pas forcément ça la bonne image, mais pour moi, il faut que l'histoire, elle me touche en fait. Si ça me fait pas vivre quelque chose d'écrire, tu vois, si je ris pas ou que je pleure pas pendant que j'écris, je me dis que j'en ai rien à faire de l'histoire et donc elle me touche pas et donc elle touchera personne. Et est-ce que du coup, tu arrives aussi à ça quand t'écris autant? Ça, c'est une vraie question, tu vois. Et ben c'est une très très bonne question. J'ai la sensation que tu vois ça mélange aussi beaucoup de sujets. Il y a ce côté quelque part. Les gens qui arrivent à ce stade-là sont des gens qui probablement vivent de l'écriture pour la plupart. Tu vois. Encore il doit y avoir peut-être quelques exceptions, mais et à mon sens peut-être que quand tu écris plus tout à fait dans la même démarche. Tu vois. C'est ce côté de C'est vrai. ok l'intention. Tu vois, moi, je parle toujours de trio d'intention, et puis là, je parle spécifiquement de l'intention personnelle, de la raison pour laquelle tu le fais. Euh, euh, je pense qu'il y a un moment, bah, le pas de dire, ok, donc c'est mon métier, donc mon objectif, c'est de faire un livre qui va se vendre. Mm. C'est pas négatif de dire ça. Chacun écrit avec l'intention personnelle qu'il veut. L'important, c'est qu'elle soit claire et Claire. que tu Ouais. saches sur quel chemin t'avances. Et peut-être qu'effectivement, quand t'écris avec l'intention très ferme de dire mon objectif n'est que de vendre et de faire que ça, et bah ouais, tu te déconnectes peut-être un petit peu de ce que toi tu peux y mettre. De Euh, l'émotionnel, ouais, peut-être. Ouais. exactement. Et en même temps, malgré ça, moi, je peux pas m'empêcher de penser que même si ces auteurs-là peut-être le conscientisent un peu moins à force, peut-être le vivent avec moins d'intensité parce que évidemment, quand tu as vécu quelque chose plusieurs fois, est-ce que ça a toujours la même intensité? Très Mm. grande question, tu vois. Euh, Ouais, je puis ça doit pense être qu'il y a, vachement lourd, quoi. Enfin, du coup, enfin, alors bon, même si t'écris sur des trucs légers, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, écrire un texte, ça prend du temps, c'est gros ouais, comme truc, en fait. Et mm, de te dire que, du coup, tous les mois, tous les 2 mois, il faut recommencer et tout, enfin,
moi, je sais que j'ai besoin de pause. Hein. Je suis incapable, du coup, une fois que j'ai fini un texte qu'il est écrit, déjà j'ai la pause avant de faire la correction. Et une fois Ouais. qu'il est sorti, je suis incapable de me relancer tout de suite dans l'écriture. Dans la préparation, ok, mais dans l'écriture, non. Moi, j'ai besoin d'un sas de décompression derrière, en fait. Mm. Et moi, c'est ça. Je partage ton. Tu disais tout à l'heure, je peux pas me relancer dans un très gros projet. Et moi, effectivement, je suis comme toi. Quand j'ai terminé un vrai roman, à chaque fois, je glisse l'écriture d'une nouvelle. Tu vois, un truc un peu plus court, qui est beaucoup plus à la fois expérimental et beaucoup plus facile quelque part à écrire. Donc Mm. ouais, parce que à mon sens, l'écriture vient remuer beaucoup de choses, que ce soit inconsciente ou Mhm. consciente. Et donc ouais, ces auteurs qui ne font que ça, ouais, j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas beaucoup qui font vraiment que ça. Et, euh, et même d'autres, de très grands auteurs euh, défendent aussi que c'est la vie ordinaire et tout le reste que tu fais qui nourrit l'écriture. Si C'est tu ne fais ça. plus que ça, bah ton réservoir s'épuise en fait. Au moment où t'as Mhm. plus d'inspiration. Donc ouais. Mais très très bonne question, très très bonne question. Ouais. Je pense qu'il y a toujours quand même une transformation. Quand tu écris un livre, il y a toujours un truc que tu peux en tirer quelque part de ce que tu Bah, vois, qu'est-ce que j'espère, tu oui. apprends sur Après, toi. bon, si c'est pas ce que les gens recherchent et comme tu dis qu'ils veulent juste publier parce que du coup ils se sont mis une sorte de contrat moral de sortir un livre tous les temps parce qu'il faut ça Mm. pour Amazon, pour les lecteurs, etc. Mais qui sont ok avec, c'est bon quoi. Mais moi je crois pas que je pourrais me glisser dans ce mode là en fait de Ouais. fonctionnement, tu vois. Moi, je pourrais pas non plus. Je suis d'accord avec toi. Il y a le temps, ce côté aussi, tes personnages découvrent leur chemin. Il faut que ça infuse toi aussi, parce que ce C'est clair. chemin-là, c'est un peu toi qui le parcours aussi. Et toujours, c'est très challengeant pour eux, mais c'est aussi très challengeant pour toi, tu vois. Et les parallèles entre nos personnages et nous c'est toujours très Mm. très beau. Alors c'est vrai que tu m'as raconté, d'habitude tu vois je finis toujours mes discussions avec une anecdote sur par exemple le dernier chant du cygne, sur l'écriture, etc. C'est vrai que tu m'en as déjà pas mal raconté des anecdotes un petit peu insolites, et puis pareil sur le roman jeunesse, tu vois, la genèse avec ta fille, etc. Est-ce qu'il y aurait quand même quelque chose d'autre que tu aimerais partager sur soit ce roman jeunesse, soit le dernier chant du cygne, que tu raconterais peut-être pas comme ça de prime abord, mais qui peut être soit amusant, soit loufoque, soit cocasse. Eh ben, pas forcément ni loufoque ni cocasse, mais tu sais, on parlait des signes du coup l'autre fois, Ouais. et tout à l'heure. Et donc, du coup, ce qui me bloquait beaucoup aussi pour aller au bout du champ du cygne, c'est que, donc, comme je te le disais, ça parle d'un cancer incurable, qui est pas forcément le plus connu. Et autant, du coup, j'ai énormément fait de recherches dessus. J'avais fait beaucoup de recherches sur toute la partie musique et Mm. documentaire. Et j'avais une source fiable pour voilà, poser mes questions, etc. J'avais un copain qui bosse là-dedans, donc qui avait répondu à tout. Donc là, je savais qu'il allait faire la relecture sur cette partie-là. Je savais que ça allait être OK. Et en fait, au fond de moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup de bouquins par hasard en plus, du coup, tu sais, quand du coup, tu tombes enceinte, tu vois que des femmes enceintes. Quand j'ai commencé à écrire ça, je suis tombée complètement par hasard sur trois ou quatre livres qui traitaient de manière beaucoup plus ténue de ce cancer-là. Ok. Et dans tous, en fait, de ce que j'avais lu, parce que j'ai lu beaucoup de témoignages, et Dieu sait que c'est pas du tout drôle à lire ces témoignages-là, en fait, à chaque fois que je suis tombée sur ces romans-là, je me suis dit, oh, mais vous êtes documenté sur la maladie parce que là, les gars, on dirait que du coup, juste il a une grippe et puis c'est bon en fait. Et du coup, j'étais en colère en fait parce que je me dis, les gens qui ont vécu ça et qui lisent ça, ils doivent se sentir tellement mal. Et je Mm. voulais surtout pas, du coup, que malgré toutes les recherches que j'ai pu faire, je fasse un faux pas en fait. Et donc, je cherchais désespérément un relecteur qui ait la connaissance de cette maladie. Et bon, du coup, côté malade, c'était pas possible. Côté famille de malade, je trouvais ça un peu aussi, un peu, comment dire, Pas évident. irrespectueux, tu vois, de demander à quelqu'un de faire ça. Donc j'avais contacté une association qui lève des fonds pour la recherche dans cette maladie, mais ils m'ont dit, bah désolé, on est tous des bénévoles, en fait, on n'a pas de temps à consacrer à ça. Et j'étais désespérée parce que je me suis dit, je ne sortirai pas ce livre si je n'ai pas un aval médical sur la question en fait. Donc j'avais trouvé ici un médecin par chez moi qui a accompagné beaucoup de cancers, mais pas ça. Et elle me dit, je peux regarder, mais franchement je connais pas. Donc moi je connais le palliatif, mais pas vraiment ça non plus. Donc je sais pas si je vais être très pertinente. Et Mm. j'étais vraiment mais désespérée.
j'étais pas à la fin de l'écriture, hein, loin de là, mais ça me bloquait vraiment de me dire que s'il y avait pas ça, j'irais pas au bout de la publication en fait. Et donc à ce fameux salon Une mine de livres dont je te parlais tout à l'heure, qui a lieu tous les 2 ans, donc il y a 2 ans, donc je dois être à peu près à la moitié du projet, dans une énième phase de recommencement. Je discute dans une table ronde en expliquant mon affaire que ça me bloque, ça me bloque, ça me bloque. Et une des participantes à cette table ronde, du coup, qui écrit de la poésie, qui était là au salon pour ça, vient me voir à la fin et elle me dit bon bah écoute, je sais pas ce que ça peut, enfin si ça peut aider ou pas, mais elle me dit moi je suis oncologue radiothérapeute, donc du coup je connais bien le cancer, donc je connais pas tous les cancers, je sais pas de quoi tu parles dans ton livre, mais bon si ça peut t'aider pourquoi pas. Et là, je lui dis, ben, c'est quand même hyper précis, c'est un glioblastome, et j'ai trouvé personne pour l'instant qui connaissait. Et là, elle tombe des nues, elle me dit, mais c'était mes premiers cas quand j'étais en internat et tout ça. J'en ai finalement suivi plein, je connais ça par cœur, quoi. Là, je dis, non, mais là, c'est trop fort, quoi, parce que du coup, c'est le truc, depuis le temps que je cherchais, il y a personne qui connaissait ou qui se sentait légitime pour. Là, elle me dit, bah, ok, banco, quoi. Et donc là, c'était génial, parce que j'avais à la fois le médecin, la lectrice puisqu'elle lit et l'autrice, donc du coup pour moi c'était banco quoi, et du coup depuis on est devenues bonnes copines et tout ça, on se fait du coup je lui fais ses bêta lectures aussi et je trouve ça génial, tu vois, de te dire bon, j'étais au fond du seau, j'étais à 2 doigts de me dire bah, je vais arrêter parce que si j'ai pas cette caution là médicale je ne le sortirai pas, et là pan du coup complètement par hasard cette fille qui se trouve là et qui en fait grosso modo, elle est à 2 heures de route de chez moi et on s'est trouvé là. S'il n'y aurait pas eu ce salon, on se serait jamais rencontrés sur les réseaux sociaux parce qu'elle publie de la poésie. Je suis pas de conte de poésie et bon, elle s'est mise à la fiction depuis, mais tu vois, enfin, vraiment le destin qu'il a mis sur mon chemin, quoi. J'adore. C'est vraiment incroyable ça. Et du coup, je trouve ça exceptionnel, quoi. Ah ouais, non, moi tu vois, ça me laisse sans voix à chaque fois ces histoires-là. Je trouve ça trop beau. Les synchronicités comme ça, tu te dis que là, bon, c'est le signe que du coup, il y a quelqu'un là-haut qui te dit non mais vas-y, continue, il faut que tu sortes cette histoire, je te mets les feux verts, c'est bon, vas-y. T'es sur le bon chemin. Et tu vois, en même temps, évidemment, tu vois, il y a ce côté hasard, synchronicité, tout ça. Et puis, je peux pas m'empêcher toujours de penser qu'aussi, il y a toi, ta responsabilité de dire, bon, bah, de toute façon, moi, j'avance dans mon aventure d'autrice, donc je vais en salon, etc. Et qui provoque toutes ces synchronicités, tu vois. Oui. Et c'est pour ça qu'à mon sens, tous les petites choses qu'on peut faire au quotidien, en fait, provoquent tout ça. Et c'est pour ça que quelque part, le pas le plus important qu'il y a à faire, c'est celui que tu peux faire aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est peut-être celui-là qui va tout déclencher. C'est clair. Oui, parce que là, tu vois, en fait, au départ, cette table ronde, elle parlait de comment est-ce qu'on écrit des comédies romantiques ou du thriller. On était 2 autrices de comédies romantiques et un auteur de thriller, donc c'était pas du tout le sujet. Et de fil en aiguille dans la discussion, je dis bah voilà, moi ce qui me stresse c'est que je suis en train de changer de genre et donc voilà blablabla. Bla. Et en fait elle était là dans le public, elle était même pas là en tant qu'autrice, tu vois, elle était vraiment là pour écouter la table ronde. Donc j'aurais pas dit oui à cette table ronde qui me faisait flipper, et elle pareil, elle serait restée à son stand bêtement à se dire bon bah moi je suis là pour vendre mes livres, peu importe, je reste focus sur mon truc, ce serait pas passé quoi. Et voilà, c'est juste génial ce genre de rencontre. C'est génial. Putain, bah écoute, je pense que tu pouvais pas faire une plus belle conclusion, parce que ça c'est un message, je trouve, ça faut le répéter tout le temps, c'est incroyable. Merci beaucoup d'être venu échanger merci pour cette autour de chouette tes romans. opportunité. Et écoute, je te souhaite plein de réussite avec à la fois ton roman jeunesse, puis le dernier chant du cygne, qui du coup je trouve que le titre est extrêmement juste avec tout ce que tu as pu amener sur ce texte-là. Et merci encore une fois. Merci de tout ce temps qu'on a passé ensemble. Merci d'être là, épisode après épisode. Si ce podcast t'inspire, t'aide ou te met du baume au cœur, t'abonner, mettre 5 étoiles et le partager, c'est le meilleur moyen de m'aider à toucher le plus de gens qui ont un livre en eux. Parce qu'après tout, plus il y a de livres écrits et mieux le monde se porte. À très vite. Ose écrire.